Bonjour sur RCI Beyrouth, nous sommes reçus aujourd'hui par Son Excellence, l'ambassadeur d'Ukraine à Beyrouth, M. Igor Ostache, à qui nous allons poser quelques questions pour avoir des réponses directes du cœur de la guerre qui a eu lieu en Ukraine. Votre Excellence, je vous remercie beaucoup de nous recevoir. Nous sommes impatients d'avoir plus d'informations de votre part, une information en provenance d'une source officielle ukrainienne. Comment expliquez-vous la résistance acharnée de l'armée et des citoyens ukrainiens, une résistance qui a étonné le monde, surtout les alliés occidentaux, et, je suppose, le président Poutine lui-même? C'est notre histoire et notre tradition. Au temps du Russe de Kiev, la première principauté slave, nous avions une armée puissante, des liens étroits avec les pays européens. La principauté de Kiev faisait partie du concert des nations européennes. Les filles du souverain ukrainien Yaroslav le Sage étaient mariées à des rois norvégiens, hongrois et même français. Henri Ier était marié à Anna de Kiev, la fille de Yaroslav le Sage. L'Ukraine était une vraie puissance. Au XVIIe et XVIIIe siècle, on appelait l'Ukraine l'État des Cosaques. C'était le temps des hetmans, les chefs cosaques. Ils avaient une armée très puissante. Ils étaient des guerriers exemplaires et ils ont remporté plusieurs batailles décisives. La valeur militaire est donc dans nos gènes. Mais les guerriers ukrainiens ont surtout défendu leur pays, puisque l'Ukraine est une nation pacifique. Elle n'a jamais attaqué ses voisins. Qu'en est-il de la situation actuelle? Après son retrait de l'ouest de l'Ukraine, l'armée russe concentre ses troupes pour la conquête du Donbass. Pensez-vous que l'armée ukrainienne est prête à relever ce défi? Bien sûr, quand on parle du Donbass, c'est une situation différente, car cette zone géographique, faite de plaines, est plus ouverte. Aucune forêt n'existe comme dans la région de Kiev, et les Russes sont très bien préparés à cause de leur proximité avec Lugansk et Donetsk. Mais malgré cette différence, les Russes sont plus nombreux et disposent de plus d'armes. Les Ukrainiens combattront de la même manière. Je suis sûr que les Russes n'avanceront pas. Il y aura des mouvements de va-et-vient entre telle ou telle position. Ce sera une guerre lente. Néanmoins, nous obtiendrons la victoire, car nous sommes sur notre territoire. De plus, nous avons beaucoup de réserves. Les Russes vont manquer de ravitaillement, de troupes, parce qu'il semblerait, pour l'instant, que leurs troupes soient en manque d'effectifs. L'objectif premier des Russes était de prendre Kiev et finir la guerre en quelques jours. Maintenant, ils ont besoin d'un quelconque exploit militaire, au moins un événement qui ressemble à une victoire, pour pouvoir l'exhiber le 9 mai, le jour de la commémoration de la victoire sur les nazis. À présent, la seule chance d'avoir une victoire sera offerte dans le Donbass, sur les territoires de Lugansk et de Donetsk. Mais je peux vous affirmer que ce ne sera pas fait avant le 9 mai. De plus, les Russes pourront encore batailler pendant 2 ou 3 semaines au maximum. Après quoi, la situation sera différente. Je prédis que l'on aura une toute autre situation ensuite, car les Ukrainiens entameront leur avance. Vous vous fondez sur la décision récente des puissances occidentales de fournir l'Ukraine en armes offensives et lourdes, comme des obusiers et des canons, ce que Kiev réclamait depuis un temps. Vous savez, même les pays occidentaux ne s'attendaient pas à une telle résistance, à une armée ukrainienne aussi forte. Mais, en effet, nous pouvons parler d'une armée ukrainienne de meilleure qualité, car elle dispose, à présent, d'armes et de munitions modernes, ce qui fait d'elle une armée plus puissante. Et bien sûr, nous ressentons ce soutien non seulement de la part des dirigeants des pays occidentaux démocratiques, mais également de la population, qui multiplie les signes de solidarité à notre égard. Je parle de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada, en particulier du Canada, où 1,5 million de Canadiens sont d'origine ukrainienne, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Si nous imaginons le scénario du pire, que les troupes de l'OTAN décideraient, pour une raison quelconque, d'intervenir en Ukraine, pensez-vous que le président Poutine ira jusqu'à utiliser l'arme nucléaire? Pour ma part, c'est très clair. Ce sera le dernier argument. Poutine ne possède pas d'autres arguments. Le mythe de la deuxième plus grande armée du monde a disparu. Il n'y a pas d'armée russe puissante. Cette aura d'armes uniques et puissantes a aussi disparu. L'armée russe est vulnérable. On l'a vu autour de Kiev, par exemple.
L'utilisation de l'arme nucléaire sera donc le dernier argument de Poutine, un moment très psychologique, car cela signifie que Poutine est coincé dans son coin. Ce sera une situation dramatique. Mais le monde entier comprendra qu'en cas d'utilisation de la bombe atomique, ce sera une situation totalement différente. Ce sera la Troisième Guerre mondiale. Le monde entier sera concerné et il interviendra. Ce sera une vraie catastrophe. Cet homme, Poutine, a des problèmes psychologiques. Il vit dans un monde irréel, parallèle. Il ne dispose pas d'informations complètes sur la situation militaire sur le terrain. Toutes les informations qu'il reçoit sont préparées et modifiées, à ma connaissance. Certains experts ont même déclaré que Poutine ne possède pas de limite à son action. La voiture de Poutine n'a pas de frein, dit-on dans les milieux diplomatiques. Cela signifie qu'il poursuivra la guerre jusqu'au moment où il obtiendra une victoire, ou ce qu'il pourra appeler une victoire. Toute la question porte sur cette victoire. Poutine aurait-il une chance de l'avoir pour qu'il suspende son offensive? Sinon, j'ignore jusqu'où ira-t-il. Évidemment, la réaction des autres puissances à l'usage par la Russie de l'arme nucléaire débouchera sur un désastre mondial, y compris, bien sûr, pour la Russie. Si nous nous mettons à la place du président Poutine, pensez-vous qu'il lui suffira, dans l'immédiat, de s'arrêter là où il se trouve actuellement, dans le Donbass? Il a besoin d'avoir une chance. Il lui faut au moins une petite victoire visible. Il aura une parade de plus, une grande victoire de plus, même si ce ne sera pas une vraie victoire sur le champ de bataille. Que pensez-vous de certains médias et de certaines personnes qui ont de la sympathie envers le président Poutine? Au Liban, l'extrême droite en Europe, les trumpistes aux USA, etc. Qu'avez-vous à dire à ces personnes? La guerre actuelle est une guerre hybride, une guerre d'information. Si nous regardons, par exemple, les pays arabes, une immense région qui est présentement un centre d'intérêt majeur pour la Russie, car Moscou a perdu ses quelques alliés en Europe et tente d'avoir une certaine influence dans le monde arabe. Actuellement, la Russie exerce une guerre d'information massive auprès des pays arabes. Je ne parle pas seulement des Arabes, il y a d'autres endroits dans le monde dans lesquels on peut trouver des soutiens au président Poutine. Il s'agit surtout de propagande. Il suffit de regarder Russia Today ou Sputnik, etc. Ces soutiens sont très bien payés. Un exemple en Europe même, c'est le cas de l'ancien chancelier allemand, Gerhard Schröder, dont l'énorme salaire provient directement de Gazprom, une entreprise d'État russe. Il y a beaucoup de politiciens financés par la Russie, et c'est tout à fait compréhensible. Je pense que le soutien à Poutine sera un enjeu majeur des élections législatives. Aussi, nous espérons que le parti de M. Macron remportera ces élections. C'est donc, évidemment, une guerre de l'information et les Ukrainiens doivent être très alertes. Alors, ils doivent fournir la vérité de la meilleure manière qu'il soit. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, de nous accorder cette interview et de nous donner toutes ces informations sur la guerre en Ukraine. J'espère que la paix l'emportera finalement dans votre pays. Thank you very much. Thank you very much.